C'est parti pour un nouveau numéro de votre émission, évidemment sur notre chaîne YouTube, Observateur Kikamba TV. Nous avons l'insigne honneur de recevoir sur ce plateau un fils du pays, en la personne du professeur Dr Dan Kouba, qui est professeur des universités et évidemment promoteur de l'université canadienne au Congo. C'est avec lui que nous allons parler de l'actualité politique, évidemment, plus sur les côtés social, développement et avec un penchant sur l'agriculture. Je suis très heureux de vous retrouver encore aujourd'hui dans notre alma mater. Ok. Professeur, 64 ans après l'indépendance du Congo, nous avons eu successivement plusieurs premiers ministres, en commençant par Lumumba, et aujourd'hui avec une dame, Madame Judith Suminwa, qui est Premier ministre. Évidemment, il y a eu beaucoup de premiers ministres qui se sont succédés. Pourquoi le pays ne décolle pas exactement, vous en tant que manager? Merci beaucoup pour cette question qui est si pertinente. Pour aborder la problématique du développement du Congo, il est nécessaire de l'aborder de manière holistique. Parce que la crise du Congo n'est ni structurelle et encore moins conjoncturelle. La vraie problématique de notre pays, le Congo, se situe plutôt au niveau systémique. J'explique. Voilà, aujourd'hui, 64 ans après l'indépendance, que notre pays a accédé à sa souveraineté. Ouais. Nous avons constaté, ou nous constatons encore aujourd'hui, les limitations du système éducatif post-colonial. Un système éducatif aujourd'hui qui semble être rigide par rapport aux valeurs, par rapport à notre environnement, par rapport à notre culture, et qui, malheureusement, ne répond pas vraiment aux besoins ou encore, je dirais, aux attentes des populations. Ah oui. Allez-y comprendre, si encore aujourd'hui, nos enfants de l'école primaire, même au secondaire, même au niveau universitaire, aujourd'hui avec l'arrimage au traité de Bologne, oui, du LMD, qui en principe devait professionnaliser l'enseignement pour un meilleur profilage de compétences. Mais apparemment, ces systèmes-là, LMD posent problème jusque-là en RDC. C'est cette inadéquation entre le milieu professionnel, d'une part, et le système éducatif. C'est pour cela que j'évoque les problèmes du système éducatif post-colonial qui semble être rigide et non adapté à notre environnement, à nos valeurs et surtout à nos besoins. Voilà pourquoi je parlais que la crise de notre pays n'est pas structurelle, n'est pas conjoncturelle, mais elle est plutôt au niveau systémique. C'est-à-dire que nous avons gardé l'ancien système jusqu'aujourd'hui, alors que ce système a démontré ses limitations. D'où la nécessité de déconstruire ce système-là. Je vais ici évoquer un auteur, Hegel, qui peut nous servir d'un cadre théorique, oui, qui a dit, je cite, les passions sont les moteurs de transformation. Les forces qui, bien que souvent irrationnelles ou, je dirais, encore destructrices, oui, sont parfois à la base
des transformations. Ça veut dire quoi concrètement si on doit mettre dans les contextes cette citation de Hegel? C'est tout simplement pour dire, voilà 64 ans et plusieurs gouvernements ont succédé, mais le peuple ne se retrouve toujours pas sur le plan social. Oui, oui. Il n'y a pas de changement quotidien dans le pays. Malgré plusieurs programmes d'infrastructure au Parlement, on a l'impression de faire la même chose sur place. Et c'est justement toutes ces péripéties qui, à un moment donné, vont nous permettre de comprendre. Parce que lorsque la crise est systémique, c'est-à-dire au niveau du système, eh bien, il faut des vrais spécialistes pour comprendre et redresser ces systèmes-là. C'est-à-dire, en d'autres termes, nous continuons encore aujourd'hui à fonctionner dans le système colonial, alors que nous sommes dans une époque post-coloniale. J'ai donné l'exemple de notre système éducatif. Aujourd'hui encore, on enseigne dans nos écoles la guerre de Waterloo, Livingstone, Stanley, je m'excuse, mais des auteurs qui ne riment à rien pour nous. En lieu et place, on devrait plutôt enseigner à nos enfants des aspects anthropologiques, sociologiques, philosophiques et surtout historiques en lien avec notre culture. C'est-à-dire enseigner à nos enfants qui parlent vite, enseigner à nos enfants le Kimbango, enseigner à nos enfants notre culture culinaire. Exact. Comment est-ce que nos ancêtres ont appris à apprivoiser, à conserver les poissons que nous appelons Bissakokauka. C'est toute une histoire. Comment nos ancêtres ont fait les kwanga? Comment les ancêtres ont fait le kwanga? Comment est-ce qu'ils ont découvert que ça c'est les fous? Ça c'est les bitolo. Ça c'est les limbondo. C'est ça. Au lieu de s'atteler sur Aristote, parler des Socrate. Socrate, ça va parce que c'est la science. La science, c'est la raison. Mais Napoléon, la guerre de Waterloo, je m'excuse, mais des choses qui ne riment à rien. Donc, la vraie problématique, c'est à ce niveau-là, au niveau systémique. Et c'est lorsque nous aurons compris que la crise, elle n'est pas structurelle ni conjoncturelle, mais elle est plutôt systémique. Et c'est à ces moments-là que nous allons commencer à trouver véritablement les solutions par la méthodologie de causalité, c'est-à-dire des causes à effet. Et d'ailleurs, pour votre information, j'ai écrit un livre parce que j'étais candidat gouverneur. On arrive là. Oui. J'avais écrit un ouvrage qui parle justement de causes systémiques de notre sous-développement. Oui. Parce que vous venez de le dire tantôt, vous êtes porteur d'un projet des sociétés à la ville-province de Kinshasa. Vous venez de le dire vous-même, vous étiez candidat non élu. Quelle a été la quintessence de ces projets de sociétés? Surtout que vous êtes parmi les rares candidats qui ont écrit des projets de sociétés et les avoir publiés. Très bien. Le voici. Mon projet de société. Oui, notre caméraman peut prendre ça. Il peut prendre en image. Oui. Dans ce livre, je parlais des 3 clés qui mènent vers les résultats que vous désirez. J'ai écrit ça en coédition avec un collègue professeur américain, Brett Anderson. Oui. Et le livre, il est disponible aujourd'hui sur Amazon. Vous allez sur Amazon. Vous tapez les 3 clés qui mènent vers les résultats que vous désirez, et bien vous allez trouver cet ouvrage, vous pouvez vous en procurer, ça ne coûte rien, $4, et vous pouvez avoir tous les éléments. De quoi était-il question? Comme scientifique, je ne pouvais pas aller aux élections sans un plan. Donc j'avais un plan. Et mon plan était bien étudié, bien structuré et bien publié sur Amazon, comme je disais, et qui parlait des 3 clés. Et les 3 clés sont les clés du système. Pour mettre en place un système, il faut faire ce qu'on appelle
la clarification de la mission et de la vision du projet. Oui. En ce qui concerne la République démocratique du Congo, et en particulier la ville de Kinshasa, donc il faut clarifier une vision claire. Et ensuite, la deuxième clé, une fois que la vision est clarifiée, il faut l'arrimer à ce qu'on appelle un plan tactique, c'est-à-dire définir des objectifs, mais les objectifs qui sont alignés à la vision. Et la vision doit venir de la population. Et c'est là qu'on appelle d'ailleurs le paradigme constructivisme. Contrairement au paradigme positivisme qui consiste à prendre ce qui vient d'ailleurs. Et c'est ça notre système éducatif. C'est ça la différence exactement des autres projets de société au vôtre. Le mien, c'est ressourcer sur les besoins de nos populations. Et quels sont les besoins de nos populations? Je parlais de deuxième clé. Et la troisième clé, ça va être l'exécution. Et l'exécution, si vous êtes comme élu, à ce moment, vous mettez ça en place. Mon projet de société était au niveau de la deuxième clé. La ville de Kinshasa est en train de connaître une pression démographique. Et cette pression démographique, de l'ordre de 4,8%, est due essentiellement à la migration interne. C'est-à-dire qu'il y a 3% de la croissance démographique de la ville viennent de la migration interne, c'est-à-dire des populations qui viennent du Grand Bandou, du Grand Kassai, du Congo central. Même la partie est du pays qui fuit la guerre. Ceux qui fuient les affres de la guerre. C'est eux qui remplissent la ville de Kinshasa. Chaque année, il y a une croissance de l'ordre de 1 million à 2 millions de populations. À ces rythmes de croissance, d'ici à l'horizon 2030, nous allons devenir la première capitale la plus peuplée d'Afrique. Exactement. Avec 30 millions. Exactement, parce que les derniers rapports des Nations Unies, je pense bien, de la Banque mondiale, placer la RDC d'ici 2030, d'ici 2050, la première capitale, démographique. Tout projet de société qui ne prendra pas en compte la démographie ou la maîtrise de la démographie, qui dit maîtrise de la démographie, dit la prise en compte de l'homme au centre de tout intérêt, sera voué à l'échec. Vous, dans mon projet de société, la clé principale était l'homme, la démographie. Donc j'ai compris que la ville de Kinshasa était menacée. Tout ce que nous voyons, les embouteillages, ou encore le phénomène de Koulouna, sécurité, c'est la conséquence directe. Ce sont les conséquences directes d'une démographie surchauffée. Maintenant, comment surchauffer cette démographie-là? Et c'est là où mon projet tire son originalité par rapport aux autres candidats. Kinshasa, ville mégalopole. J'ai pensé qu'il faut impliquer dans la gestion de la ville de Kinshasa les provinces environnantes. C'est-à-dire gérer la ville de Kinshasa avec Grand Bandou, Congo central, Kassai, les Grands Kassai. Et je vais aller par des exemples. Le jour où nous pourrons faire des infrastructures et un plan d'aménagement, c'est pour cela qu'il faut un plan stratégique. Lorsqu'on parle de la pensée systémique, le fond de la pensée systémique, c'est le plan stratégique. Le jour où nous pourrons faire Kinshasa, Kouamout en 1 heure du temps, parce que c'est plus ou moins 400 à 500 km, Kinshasa, Boma, ou Mwanda, en 1 heure du temps, Kinshasa, Tchikapa, Mbuzuma. Les gens peuvent habiter Kinshasa, soit habiter les provinces, mais ils travaillent à Kinshasa, soit on fait les sens contraires. Vous avez donné la réponse. Si on peut faire ça en 1 heure du temps, ça change. Comme on le vit sous d'autres ici, évidemment. On le vit sous d'autres ici, ça changera toute la donne. On n'aura plus les problèmes de logement dans la ville de Kinshasa. Quelqu'un peut quitter Boma à 8 h et à 9 h il est à Kinshasa. Il travaille et à 17 h il rentre à Boma. Exact. Et là-bas, la vie socialement est beaucoup plus favorable qu'ici à Kinshasa. Parce que, professeur, quand vous observez les mouvements à Kinshasa, le matin, c'est tout le monde qui se dirige vers les centres-villes. Le soir, on abandonne la ville qui devient comme une ville fantôme. Exactement. Les gens sont à la cité tous. C'est comme ça, il y a trop d'embouteillages. Je parle des 3 clés qui mènent vers les résultats que vous désirez. Et dans la deuxième clé, je donne toutes les tactiques, les plans tactiques
de la stratégie comment désengorger la ville de Kinshasa en commençant par créer la mégalopole, Kinshasa ville mégalopole. Et l'intérêt de Kinshasa ville mégalopole, c'est que non seulement nous allons créer des grandes infrastructures sur le plan de l'aménagement et sur le plan environnemental, oui. Mais c'est une grande démographie, c'est à peu près 100 millions d'habitants à l'horizon 2030. Oui. Et aussi, mais c'est l'étendue, la disponibilité des terres. Parce que Kinshasa aujourd'hui, il n'y a plus de grands espaces pour cultiver. Alors qu'au Grand Bandou, il y a encore d'espace pour faire l'agriculture. J'espère que nous allons en parler. Nous allons en parler. Oui, oui. Au Congo central, il y a encore de l'espace pour faire l'agriculture, tout comme au Kasaï. Créer la mégalopole signifie créer de la richesse. Créer de la richesse, c'est tout simplement créer un nouveau modèle économique et de développement. Oui, oui. Ce qui nous manque, c'est l'innovation. C'est pour cela que j'ai un deuxième livre oui. qui n'est pas écrit par moi, mais c'est le dilemme de l'innovateur. Oui, oui. C'est écrit par Clay Christensen, oui, oui. Qui donne les paradoxes de la prospérité. Comment est-ce qu'un État qui aujourd'hui est en développement oui, oui. peut devenir développement? Eh bien, la clé, c'est l'innovation. Oui, oui. Et l'innovation, c'est la création de nouveaux modèles économiques. Oui, oui. Donc, en proposant Kinshasa ville mégalopole, j'ai créé un nouveau modèle économique pour donner du travail. Parce que là, nous aurons des grands étendues pour faire l'agriculture. N'oubliez pas que nous avons plus de 80 millions de terres arables. Et l'ouest du Congo détient plus ou moins 40% des terres arables que nous n'avons jamais. On a tenté avec Bukanga Lonzo, mais c'est un échec, c'est un échec. À queue de poisson. Mais imaginez maintenant si on crée la mégalopole, combien d'emplois allons-nous créer? Combien nous allons résoudre le problème de l'insécurité? Parce que l'insécurité, les Kouloula n'est que le manque d'emploi. Oui. Les jours où la jeunesse va trouver de l'emploi, ils vont abandonner les machettes. Et les jours où notre système éducatif, c'est pour cela que j'ai commencé par ça, sera arrimé avec nos valeurs, et nous n'allons plus étudier la guerre de Waterloo, de Napoléon. Les enfants vont étudier comment cultiver les maniocs, comment cultiver le maïs. Parce qu'aujourd'hui, à Goma, dans le pied du volcan Nyiragongo, toute la lave que Nyiragongo déverse sur la partie est là-bas, du côté Goma, c'est une terre très fertile. Mais on n'en profite pas. Au contraire, on va en Chine apprendre comment les Chinois font l'agriculture, machin. Or, en Chine, c'est sur les rocs. C'est sur les rocs qu'ils font ça. Monsieur Rodrigue, nous importons près de 25 milliards de dollars en denrées alimentaires chaque année. Oui. C'est énorme. C'est énorme. Et c'est plus que le budget national. Oui. Nous avons un budget au manque de 16 milliards. Apparemment, on ne se rend pas compte de ça. Et toute cette manne-là, ce sont les expatriés qui en profitent parce que c'est eux qui contrôlent notre circuit de distribution. Exact. Mais il n'y a pas que ça. Mais il y a aussi les hydrocarbures que nous ne contrôlons pas non plus. Et tout ça, ça nous échappe. Alors que si demain, nous mettons les modèles économiques comme l'a fait la Chine ou d'autres pays, pour créer des unités de production à l'interne pour booster notre économie nationale et transformer toutes les entreprises publiques en véritables unités de production au même titre que les grandes entreprises pour compétir sur le marché national et international. Je vous cite le cas de Huawei ou encore d'autres stations-service que nous voyons ici. Mais ce ne sont pas des privés, ce sont des sociétés étatiques, c'est l'État, mais qui se transforment dans les modèles économiques public-privé. Ils se présentent comme un privé, mais en réalité, ce n'est pas un privé. Donc, quand vous regardez Shell ou encore d'autres stations d'essence que nous connaissons ici, mais ce sont les États qui sont derrière. Quand vous regardez Huawei, c'est l'État chinois qui est derrière. Mais pourquoi nous, on ne peut pas avoir un OVD au Cameroun? Pourquoi nous ne pouvons pas avoir notre Silou
je ne sais moi où, en Algérie ou en France pour vendre du ciment, parce que nous avons cette matière première ici. Il faut penser de manière systémique. Et de manière systémique, nous devons apprendre ce que nous produisons et ce que nous mangeons. Mais nous apprenons des choses qui ne riment à rien au lieu d'apprivoiser ce que nous mangeons. Le problème est assez. C'est pour cela, 64 ans après, malgré qu'il y ait eu plusieurs successions du gouvernement, Oui. nous avons l'impression de faire sur place. Monsieur Kouba, en quoi votre projet de société peut aider aujourd'hui le gouvernement soumis? Ah ben, c'est d'abord, l'intégration régionale. Parce que dans ces projets de société, en parlant de la mégalopole, j'ai démontré comment les provinces peuvent collaborer. Oui. Oui. C'est-à-dire, demain, on peut dupliquer ces modèles-là dans d'autres provinces. Oui. Pour créer la cohésion technique. Parce que notre pays souffre de manque d'intégration. Vous ne pouvez pas quitter en voiture d'ici jusqu'à Kisangani. C'est un problème. Vous ne pouvez pas quitter en voiture d'ici jusqu'à Lubumbashi. Vous ne pouvez pas quitter d'ici en voiture jusqu'au Maniema. C'est là le problème. Il faut cette intégration-là. Il faut cette connexion-là. Ben, en Europe, vous quittez même l'Allemagne jusqu'en Italie. Alors que vous traversez 3 pays et vous le faites en 4 heures du temps. Oui. Aller-retour, 4 pays. Pourquoi nous, au Congo, même pour traverser 2 provinces, Ça pose problème. j'étais dernièrement à Boma, mais ça m'a pris quasiment 2 jours pour faire aller-retour Boma. Je quittais à 6 heures pour arriver à 1 heure du matin. Ça n'a pas de sens. Et le lendemain, la même chose. Je quitte à 6 heures encore et je me suis levé à 5 heures pour arriver à Kinshasa à 23 heures. Ça pose problème. Avec les embouteillages à l'entrée de Matadi Kibala, tout ça. Donc, il y a lieu d'améliorer ça. C'est pour cela que je parlais, il faut un modèle économique qui répond à nos besoins. Oui. Donc, la mégalopole peut être un exemple d'intégration régionale, peut être un exemple de création d'emplois. Parce que dans la mégalopole, l'avantage, je l'ai cité tantôt, c'est la population, mais c'est également l'espace pour faire l'agriculture. Et l'agriculture, c'est le seul domaine à géométrie variable. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que quand vous faites l'agriculture, il n'y a pas que l'agriculture. Derrière l'agriculture, il y a les transports. Derrière l'agriculture, il y a des fermiers. Et les fermiers ont des enfants. Les enfants vont aller à l'école. Les enfants vont jouer. Les enfants vont tomber parfois malades. Il faut créer les hôpitaux. Donc on a des médecins. C'est un écosystème. Exact. C'est pour cela qu'on dit l'agriculture, c'est un domaine à géométrie variable. Il y a que nous, aujourd'hui, nous n'avons pas encore compris que rien qu'avec l'agriculture, nous pouvons développer tout le pays. Sans compter sur le coltan, toutes les autres matières premières. Véritablement la revanche du sol sur le sous-sol. Qui traîne exactement. Et la mégalopole, dans les projets de mégalopole, j'ai parlé d'un budget de 30 milliards. C'est la question que je voulais même me poser. Où proviendrait-il le moyen pour réaliser tous ces projets mégalopole? Oui. La vraie problématique, c'est que nous sommes restés figés dans l'économie classique. Oui. L'économie classique, c'est la rencontre de l'offre et de la demande. Oui. Aujourd'hui, on ne parle plus de l'économie classique, on parle de l'ingénierie financière. Oui. Et dans l'ingénierie financière, on peut faire des... On peut... Vous savez, la monnaie, l'argent, il ne faut pas le gagner. L'argent, il faut le créer. Et l'ingénierie financière nous permet de créer de l'argent. Créer de l'argent par ce qu'on appelle des blocs forts. Vous m'avez présenté comme recteur de l'Université canadienne au Congo, professeur de l'université. Oui. Mais vous ne m'avez pas présenté comme consultant senior. Je suis consultant senior en stratégie et directeur région de BRICS. Oui. C'est-à-dire que je représente le comité de BRICS en stratégie ici au Congo. Oui. Pour faire des modèles, faire des propositions, des clarifications
des modèles économiques. Oui. Avec aujourd'hui l'ingénierie financière, vous pouvez créer des milliards et des milliards. J'en fais pour preuve. La Gécamine a été donnée comme cadeau, je dirais, aux Chinois, Oui. alors qu'on croyait qu'ils allaient apporter des capitaux. Non. Ils ont fait ce qu'on appelle la titrisation de nos ressources. Ils ont certifié la valeur de nos minerais et ils sont allés sur les marchés boursiers. Et là, ils ont levé des fonds. Et ils ont levé des milliards de fonds et en endettant les pays au lieu d'apporter des capitaux frais. Maintenant, au moment des partages des dividendes, ben, ils sont en difficulté parce qu'ils doivent d'abord privilégier les bailleurs de fonds. Alors qu'on était dans un modèle économique où eux devaient plutôt apporter des capitaux. Et d'ailleurs, jusqu'à aujourd'hui, ils ont du mal à rapatrier ces capitaux-là. Exactement. Donc, il faut une intelligence, des véritables sachants qui peuvent apporter des solutions idoines. Et je travaille dans ce domaine-là depuis bientôt 25 ans. Pour ça, nous allons chuter parce que nous allons lentement sûrement vers la fin de cette émission. Maintenant que vous n'avez pas été élu gouverneur, êtes-vous prêt à accompagner, à travailler avec le gouvernement et accompagner la vision du chef de l'État? Ah, ça, c'est une très bonne question pertinente et je vous remercie pour cela. Vous savez, tant et aussi longtemps que nous aurons un comportement égocentrique, c'est-à-dire penser à nous-mêmes, le pays ne va pas se développer. Il faut apporter les siens. Oui, il faut qu'il y ait des gens qui doivent se sacrifier. C'est-à-dire qu'ils ne pensent pas à leur intérêt personnel, mais qu'ils pensent à l'intérêt collectif. Comme Patrice Emery Lumumba, qui a versé de son sang pour ce pays. Exact. Mais il n'a pas laissé des buildings que je sache dans ces pays, à moins que vous en connaissiez, mais moi, je n'en connais pas. Il faut des gens comme ça, comme Étienne Tshisekedi, qui a dit le peuple d'abord. Et il n'est pas devenu président de ces pays, mais il a contribué de manière significative pour la démocratisation, alors qu'on vivait encore à l'ère de la dictature. Vous connaissez le dictat de Mobutu. Il a osé, mais sans profiter matériellement de ses pouvoirs. Je suis disposé, moi, à faire des mains, à donner toute ma contribution, même si je n'étais pas élu, tout mon savoir-faire, et surtout l'ensemble de tous les investisseurs qui m'ont accompagné dans ces projets. Je l'ai dit, je suis directeur régional de BRICS, et vous connaissez, dans BRICS, nous contrôlons aujourd'hui l'économie mondiale. Et nous avons des capacitations pour générer des moyens de paiement. Et j'ai des investisseurs qui sont prêts à accompagner le Congo, accompagner même le gouvernement de Kinshasa. Et je suis prêt à donner toute ma contribution parce que mon combat n'est pas personnel, mon combat c'est pour le bien-être collectif du peuple congolais. Merci beaucoup, professeur. Votre combat n'est pas pour vous-même et pour votre famille, mais pour le bien-être et les biens communs de la population congolaise. C'est par ces mots, chers téléspectateurs, je rappelle que nous avons reçu sur ces plateaux le professeur Dr Dan Kouba, qui est professeur des universités et promoteur de l'université canadienne au Congo. Merci beaucoup.